France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le grand forum en ce jeudi 10 novembre, j'espère que tout va bien pour vous, nous ça va impeccable, on est en pleine forme évidemment avec une équipe au complet aujourd'hui, les avis tranchés qui vont se succéder dans un instant et puis bien sûr le rendez-vous à 17h, notre ami Kerry James qui sera avec nous dans nos studios pour venir nous présenter son dernier album sorti le 30 septembre dernier, Mohamed Alix, et son concert qui approche à grands pas le 30 novembre prochain dans une grande salle parisienne, on en reparlera évidemment avec lui. Pour m'accompagner aujourd'hui, écoutez, ils sont pas 1, ils sont pas 2, ils sont pas 3, ils sont 4. Donc autant dire qu'aujourd'hui c'est vraiment branle-bas de combat dans les studios. On va commencer par galanterie bien sûr par les filles. Sabrina Artiste, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, impeccable. Bonjour tu t'es mis sur ton 31. Oui. Oui, non mais je vois ça. D'accord, ça me fait plaisir, si tu le vois c'est que ça doit être nickel alors. Ah ouais, non c'est bien, mais alors Maïssa, je pense que là c'est au top là. Ah là, je suis au max là. Comment ça va Maïssa? Ouais, ça va super. Bon, on voit ça, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, exactement. Monsieur Aklim et Louis, comment il va monsieur Aklim et Louis? Bien, on fait aller, on essaye, hein. Bon. On est là, on se maintient, non? C'est ça qu'il faut dire? Ouais, exactement, ça va depuis le temps? Ouais, toujours Christophe et toi, mon pote. Impeccable, nickel. Et puis on va accueillir aussi un nouveau parmi nous, il s'appelle Rachid. Comment ça va Rachid? Ça va très bien et toi? Écoute, impeccable. Alors présente-toi un petit peu aux auditeurs comme c'est l'accoutumée dans l'émission quand on fait la première. Alors, je m'appelle Rachid Tabib. Ouais. Je suis issu du domaine de la biologie, tout ça, donc rien à voir avec la radio. Ouais. Et comme je m'intéresse à plein de choses, je suis passionné de littérature, de politique et notamment de musique, Maïssa m'a proposé d'intervenir pour présenter une chronique aujourd'hui. Donc ce sera ma première chronique. Très bien, l'avis tranché de Rachid. Alors de quoi allons-nous parler avec Sabrina dans l'avis tranché? Alors Sabrina, elle est partie ouvrir la porte. Merci Sabrina. Ouais, Maïssa, je viens de te dire. Maïssa, pardon. Alors moi je vais parler aujourd'hui de la laïcité, la sous laïcité. un angle particulier. D'accord, très bien. Akli, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais parler du nouveau modèle politique qu'on est en train de créer dans le monde, le low cost. Ouais, en référence à ce qui s'est passé hier? Non, pas que Non, hier. pas C'est franchement, on va en parler. C'est dans le truc. C'est vrai que pas que hier, c'est un peu global. C'est ça le problème. Ouais. Rachid, tu vas nous parler de quoi toi? Moi, je vais parler de la conception d'opinion. La conception d'opinion. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, ou est-ce que c'est neutre? Eh bien, vous le saurez dans un instant. Et celui de Sabrina, vous le découvrirez aussi. Elle est là, Sabrina, elle est revenue. Ouais. Donc c'est plaidoirie d'une militante contre la falsification d'honneur. Alors aujourd'hui, cet avis tranché, il pique un petit peu. Ah ouais? Ouais. Très bien. Eh bien, on aime bien tout ce qui est piquant, nous, pimenté. On va commencer cette émission comme d'accoutumé par le fameux zapping. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, et c'est maintenant avec la réaction, c'était attendu, elle a tardé à venir, celle d'Hillary Clinton, la perdante de cette élection américaine. Moi aussi. L'année dernière, j'ai félicité Donald Trump, j'ai proposé de travailler avec lui pour le pays. J'espère qu'il réussira à être un président de tous les Américains. Ce n'est pas le résultat que nous souhaitions, ce n'est pas le résultat pour lequel nous avons beaucoup travaillé. Je suis désolé que nous n'ayons pas gagné à ces élections, étant donné les valeurs pour lesquelles nous combattons, que nous partageons pour ce pays. Ce sera douloureux pendant un certain temps encore, mais rappelez-vous la chose suivante, notre campagne n'était jamais une campagne orientée sur une personne, c'était pour le pays que nous aimons. Il s'agissait de construire une Amérique qui est généreuse, qui a de l'espoir, qui est inclusive. Nous avons vu que notre nation est bien plus divisée que ce que nous pensions, mais je garde la foi dans l'Amérique et je le ferai toujours, je garderai cet espoir. Et si vous l'acceptez, il faut garder l'espoir pour l'avenir. Donald Trump sera notre président, il mérite un esprit ouvert et la possibilité de se réaliser. Il y a un principe, le transfert de pouvoir pacifique, c'est quelque chose que nous respectons et que nous aimons. Il y a aussi la règle de l'égalité, la liberté d'expression. Je sais. Nous n'avons pas encore fait exploser ce plafond de verre, mais un jour, cela sera fait. Peut-être plus
tôt que ce que nous pensons maintenant. Réaction maintenant dans la politique française, celle de Nicolas Sarkozy, évidemment, à l'élection de Donald Trump. Le message du peuple américain doit être entendu. Comme le choix du Brexit par les Britanniques, il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique qui interdit tout débat sur les dangers qui menacent notre nation. Cette pensée unique qui refuse de voir la réalité du rejet d'un commerce mondial qui n'est ni loyal ni équitable. Cette pensée unique qui ne voit pas l'exigence des peuples quant à la maîtrise de l'immigration et au respect des frontières. Cette pensée unique qui ignore la nécessité des mesures difficiles qu'il y a à prendre pour protéger les citoyens du terrorisme islamiste. Ce n'est pas pour rien qu'il se faisait appeler Monsieur Brexit. Donald Trump élu donc à la présidence des États-Unis. Ils n'étaient pas nombreux dans la presse américaine à y croire. Et il y a eu évidemment hier matin des mea culpa de la part de grands journaux américains. Alors un coup d'œil sur la presse ce matin, les unes de la presse, le Daily News, tabloïd new-yorkais très hostile à Trump qui appelait hier à arrêter l'escroc Stop the Duncan. Eh bien titre ce matin sur la Maison Blanche. Maison des horreurs. Le New York Post est un peu plus neutre. Président Trump, il disait que ça ne pouvait pas arriver, tout comme le grand quotidien USA Today. Président Trump, et puis retentissant mea culpa du New York Times, qui, comme la quasi-totalité de la presse, avait pris parti pour Hillary Clinton. Les journalistes ont été déconnectés, ils ont raté ce qui se passait autour d'eux dans ce pays, c'est-à-dire la colère bouillante d'une grande partie de l'électorat américain. Et pour finir ce zapping, parlons maintenant de ces journalistes. Ils ont été nombreux de la presse internationale et française à couvrir cette élection. Et une petite confidence, hier dans la nouvelle édition sur C8 de Laurence Haïm, la reporter de Canal+ iTélé C8, qui confie s'être fait insulter régulièrement par les partisans de Donald Trump. Comment va-t-il gouverner et surtout avec qui, Laurence ? Eh bien, écoutez, alors là, c'est intéressant parce que là, il y a quelqu'un qui est en train déjà de nous insulter, et ça, c'est ce qu'on ressent quand on couvre les meetings de Trump. Il y a un homme là, un militant de Donald Trump, qui est en train de nous regarder faire un duplex et qui dit vous, les médias, vous dites pas la vérité, vous êtes malhonnêtes. Ça, c'est ce qu'on a ressenti tout le temps. Donc voilà, pour vous en exclusivité, un petit moment de notre quotidien, nous de journalistes, où on s'est fait tout le temps insulter. Mesquine. Allez, voilà pour ce qui est de ce zapping, bien sûr, sur France Maghreb 2. Alors, peut-être que ça suscite quelques réactions. Ce qui s'est passé, ce tremblement de terre hier matin, au monde entier, cette claque reçue à Cli. Écoutez, je sais pas si c'est un tremblement de terre. Je vois pas pourquoi les gens se drapent sous des démocraties. Et à partir du moment où c'est pas le candidat qu'ils auraient souhaité, ils s'indignent. Je pense que les Américains ont choisi, mais comme j'y reviendrai tout à l'heure sur la politique locale, c'est ce que je vais dire. Donc, j'ai pas eu plus loin, mais je crois que les Américains ont choisi. Je vois pas en quoi c'est un tremblement de terre. Je crois qu'effectivement, il faudra interroger. Alors après, ce que j'ai aimé, c'est aussi le Trumperie, là, le petit Trump là national là, qui a expliqué que il fallait défendre. Donc il a sorti ses thèses en clair sur sa théorie à lui, qu'on pouvait penser autrement. Mais la pensée de Nicolas, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis toujours. Donc je vois pas rien de nouveau à l'ouest ni à l'est d'ailleurs. Hein. Ouais. Et donc ce qui est paradoxal, c'est pour finir, c'est que j'ai vu que Trump a déjà pris la tâche de Vladimir Poutine. C'est peut-être un rééquilibrage, on va voir au niveau de politique internationale. Ça peut peut-être être ce qui apparaît comme une malchance pour certains, peut-être une chance pour d'autres. On va voir à l'usage. Moi, vous savez, maintenant je juge les gens sur l'usage, et puis comme vous le savez mieux que quiconque, Christophe, aux États-Unis, si c'est les présidents qui faisaient la politique, ça se saurait. Et donc il va être très bien encadré, Trump. Bon. Mais pas qu'aux États-Unis, même en France, hein, ça se saurait si c'était les politiques qui faisaient la politique. Et quand Sarkozy vient parler comme ça en disant que soi-disant faut laisser le peuple choisir, etc., c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Quand j'entends dire ça, ça me fait bien rire. Sabrina? Alors j'aime le clientélisme de Sarkozy qui sait rebondir à chaque fois au bon moment quand il faut. Donc le trumpisme de Sarkozy au lendemain de cette
C'est pas le trompisme, c'est la trompette. La trompette. Ouais, aussi, pas mal, ou la pas mal. tromperie. Pas mal, exactement. Le rôle de l'instrument avant. C'est vrai que je suis un peu d'accord par rapport à cette expression tremblement de terre. Bon, voilà, je vais essayer de positiver un petit peu le truc. Il paraît qu'après un tremblement de terre, bon, bah, il y a une reconstruction, voilà, qui doit se faire. Donc, espérons que ce soit pas trop fait de chirurgie esthétique. On va appeler ça comme ça, hein, je me comprends. Sinon, voilà, ce côté un peu récupérateur, moi, dans le zapping de Sarkozy, qui pense rebondir quand il faut, où il faut, alors que c'est comme si on ne le voyait pas venir, alors qu'on le voit venir de très 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 loin. Bon, moyen, quoi, le recyclage, ça y est, quoi. Rachid, tiens, ton avis? Bah, mon avis, c'est que je trouve ça marrant, en fait, qu'on nous bassine avec la démocratie, comme si c'était quelque chose de transcendant et divin. Et puis lorsque les résultats qui tombent, ça ne leur plaît pas, bah là on a fait tout un pataquès. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment les présidents qui font la politique, c'est souvent les conseillers politiques, et que ce soit républicains ou démocrates, ils ont les mêmes, c'est toujours les mêmes noms dans les listes. Donc au final, c'est à voir ce que ça va donner. Mais alors voilà. Quand vous dites que c'est pas les présidents qui font la politique, quand même ils influent une certaine un certain chemin à suivre. Par exemple, si on compare entre Hillary Clinton, qui est une interventionniste récurrente, on l'a connue, elle a été secrétaire d'État, donc on a vu ce qu'elle a fait. C'était 4 ans de guerre assurée. Donald Trump, visiblement, il entend parler lui avec tout le monde. C'est ce qu'il a dit en tout cas. On verra. C'est plus pour les Américains. C'est ce qu'il a dit, Christophe. C'est plus pour les Américains que c'est à craindre à l'intérieur du pays. Voilà, il y a quand même un truc à soulever. Je me permets de te couper, c'est que on remarque bon alors moi je crache pas et jamais craché sur le monde politique. Au contraire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et on attend justement que quelque chose se fasse. Ceci étant, on remarque quelque chose. Allez, je vais pas dire peu importe le pays parce que je ne suis pas spécialisée en politique, mais par contre, je constate en tant que citoyenne que, de manière générale, lorsqu'on se retrouve à la présidence, eh bien tout ce que l'on a pu dire au préalable, on se concentre dessus peut-être 2 mois avant les futures prochaines présidentielles. Ah, ça te rappelle le mois de juin. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu te réserves, s'il te plaît, j'ai la pub là. Voilà, ouais. Ah, vas-y, je balance la pub, tu te réserves dans un instant. On est de retour avec toute cette équipe et 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Monsieur Kerry James sera avec nous. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h30 avec bien sûr dans cette émission aujourd'hui pour nous accompagner une grande équipe représente Maïssa Leroy, Sabrina Artiste, Rachid, j'oublie ton nom à chaque fois. Rachid Tabib, voilà. Et monsieur Akli Belouli, bien sûr, qu'on ne présente plus, qui est un dinosaure de la radio maintenant. En Merci tout cas ici, ça fait vieux. Bah ouais, non mais ça veut dire fait âgé. Oui, mais ça veut dire marque de respect aussi. Merci Christophe Collat. Christophe, justement tout à l'heure pour finir, on disait, tu as raison de préciser en disant quand même il y a une influence. Faut faire attention de ne pas tomber dans la caricature parce que ça n'apporte rien. C'est vrai que les politiques ont des pouvoirs de décision qui sont restreints, mais effectivement ils donnent la ligne, ils donnent le là. Mais ce que je voulais dire quand je disais c'est pas eux il va pas faire la politique qu'il voudra faire, parce qu'il y a quand même dans des démocraties des choses qui sont sécularisées, des institutions qui font que justement elles sont garants, comme on a ici, même si parfois à tort, mais on a des gens qui sont garants quand même de la Constitution, un certain nombre de choses. Donc aux États-Unis aussi, c'est dans cet esprit-là que je disais, parce que je voudrais pas qu'on tombe dans la caricature. C'est vrai que le politique donne le là, et tu as raison, avec une Clinton, effectivement, qui elle connaît les sujets et tout, qui était un peu plus, qui faisait plus un peu d'ingérence. Apparemment, lui, il en a pas parlé. Et en plus, c'est vrai que quand on me disait tout à l'heure, tout le monde parle du programme de Trump. Je vais venir dans mon avis tranché sur la politique russe. Vous verrez que je sais pas si en termes de mots, il a eu le temps de poser un programme, quoi. Ouais, effectivement, on peut se poser la question. Bon, allez, c'est parti, on a du boulot. On va y aller pour les avis tranchés, mesdames, messieurs, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si j'en fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, à la question, qui est-ce qui commence? Bah évidemment, comme d'accoutumé dans cette émission, à chaque fois que c'est une première, bah c'est toujours celui qui fait son avis tranché pour la première fois. Donc mon cher Rachid, bisoutage, hein. On y va, on t'écoute mon ami. Alors très bien. Alors je vais commencer par vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que toutes nos opinions, elles se valent. La mauvaise nouvelle, c'est que leur valeur, elle est 0. Une opinion, toutes les opinions se valent, ça veut dire qu'en fait, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, même quand elles sont contradictoires. Par exemple, une chose, elle peut être très bien acceptée, voire encouragée dans une civilisation, et complètement rejetée, voire combattue dans une autre civilisation. On a coutume de définir l'opinion comme si c'était la vérité de chacun. D'ailleurs, on l'entend souvent, c'est ma vérité, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. Alors qu'une opinion, c'est la vérité de personne en fait. C'est une illusion et c'est une ombre. Et en parlant d'ombre,
Ça rappelle le concept de l'allégorie de la caverne. Donc c'est une allégorie qui nous présente des personnes qui vivent prisonnières dans une caverne souterraine et elles sont enchaînées, attachées face à un mur. Et les seules choses qu'aperçoivent, c'est des ombres qui dansent et qui bougent sur ce mur-là. Et pour ces personnes, comme c'est la seule chose qu'elles connaissent, pour eux c'est la vérité, c'est la réalité. Et ça vous rappelle rien cette situation ? Des personnes qui voient des choses défiler sur un mur, des commentaires, des publications, des opinions. Vous me suivez là, hein ? Pour aller plus loin, les opinions elles peuvent être très dangereuses. Elles peuvent mener à des conflits et à des aberrations monstrueuses. On connaît tous des personnes qui sont brouillées depuis plusieurs années à cause d'un conflit et une divergence d'opinion. D'ailleurs, les politiciens, ils l'ont bien compris. Et ils savent comment se servir de cette chose qu'est l'opinion pour la transformer en vote, puis en pouvoir. Enfin, l'opinion, comme je l'ai dit, c'est le degré le plus bas de la réflexion, car en fait c'est l'absence totale de réflexion. Mais comme pour nos prisonniers de la caverne, il y a quand même un espoir, c'est de cheminer et de sortir du jeu des ombres pour construire une vraie réflexion en passant de l'opinion à la conviction, puis de la conviction à l'hypothèse, de l'hypothèse aux idées et des idées faire des bribes de vérité. Voilà. Pas mal, dites donc, mon cher ami Rachid, pour la première. Hein ? Qu'en pensez-vous, Maïssa, Sabrina, Akli ? Ah oui, complètement. On valide ? Ah oui, validé. Bon, Akli, parce que toi t'es le plus ancien, donc tu vas me dire si... Oui, je pense qu'il faut, effectivement, il faut bien expliciter. Ça dépend si on prend le terme étymologique du mot opinion et conviction, parce que ça peut être aussi, il peut y avoir une confusion, parce qu'après on dit que c'est pas, elles se valent et il y en a qui mènent à la guerre. Donc en réalité, il faut faire attention. Mais sinon, l'esprit, je l'ai bien compris. Mais quand on développe des idées un peu comme ça, il faut faire attention à la racine étymologique du terme, qui peut effectivement être galvaudé. Mais quand tu précises que c'est les convictions c'est ce qui nous formate, c'est la colonne vertébrale. Exactement. Alors on peut après avoir des opinions qui sont volatiles. Mais quand tu parlais d'opinion, tu parlais plus de l'opinion un peu globale, qui aujourd'hui, on en parlera justement, ça va avec mon avis, sur le low cost, parce que c'est justement ça, quand on est dans une politique low cost, c'est qu'on est sur des opinions, l'opinion, et donc le sondage, etc., plutôt que sur les convictions, les valeurs, le socle. Voilà, exactement ça. En fait, les opinions et les convictions, ça fait partie du monde du sensible, et les idées et ce qui est réellement les vérités, ça fait partie du monde de l'intelligible et de l'intellect. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames. Clap, clap, clap. Non, très intéressant pour une première. Franchement, Rachid, chapeau. Et il suscite la réflexion et le débat aussi. Donc, merci, donc pour une première, chapeau. Bon, très bien. Alors, on va voir ce qui va se passer du côté de chez Akli. Bon, on a toujours normalement d'accoutumé commencer par les filles, par galanterie, mais nous on fait l'inverse ici. Hein. On commence d'abord par les garçons, les filles, parce que les filles on garde le meilleur pour la fin. C'est ça qu'on dit normalement. Très bien rebondi. Comment se rattraper ? Très bien. Mon cher ami Akli, c'est à toi de jouer. Voilà. Alors je sais pas si c'est le meilleur ou si on commence, parce qu'en termes d'égalité, normalement il n'y a pas ni filles ni hommes, il y a des avis. Je suis absolument pas dérangée à l'idée de construire le meilleur soit pour la fin dans ce genre de situation. Mais tout à fait. Je sais bien, ça dérange personne. Donc je vais m'abstenir de parler. Alors pour la fin, non, mais je plaisante. Et c'est bien ça, c'est du débat. Moi, j'ai pas de débat particulier. C'est-à-dire qu'il faut effectivement toujours expliciter les choses, parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent. Sinon, on est dans la caricature. On se fait plaisir, mais on fait pas avancer. Parce que le problème aussi dans les militants, c'est quand on porte un discours, il faut aussi qu'on soit audible et qu'on porte quelque chose, sinon on n'avance pas. Et donc, ça me fait, pourquoi mon avis tranché, c'était la politique low cost, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la campagne de Trump, par exemple, le gars a utilisé 700 mots. C'est-à-dire qu'un gars a gagné une campagne aux États-Unis avec 700 mots. Vous savez combien de mots un enfant de CP utilise quand il rentre au CP ? Est-ce que vous savez le nombre de mots qu'un enfant utilise ? 7000 mots, il connaît. Et donc il a fait une campagne. Donc il a fait une campagne de commercial. C'est-à-dire que, voilà pourquoi je dis on est dans la politique low cost, c'est-à-dire là il a saisi l'opinion. C'est pas des convictions, c'est l'opinion. Et donc il a parlé à cette opinion, il a fait, et les gens s'étonnent pourquoi il est arrivé. Moi j'ai regardé sa campagne, il a fait une campagne commerciale. Trump n'est pas un politique, c'est un gars du business. Il a fait une campagne business, c'est-à-dire que il avait un concept qu'il essayait de vendre aux Américains, et il a su toucher avec un. Et ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est justement qu'on est dans des campagnes commerciales, parce qu'on disait les politiques se valent tous, c'est justement aussi notre responsabilité. À force de dire que les politiques tous pareils, etc., on accule les gens à travailler sur l'opinion et non plus sur les convictions. Il y a des politiques qui ont des convictions. Il faut arrêter des caricatures et les amalgames, parce que nous-mêmes, on n'aide pas notre société. Et demain, on se réveillera avec la gueule de bois, parce que justement, on aura créé ce politique low cost en disant tous pareil. Qu'est-ce qu'ils répondent les politiques ? De toute façon, ces gens-là, ils nous regardent mal, ils votent pas pour nous, et donc on va parler à l'opinion, celle qui vote pour nous, celle qu'il faut capter. Et donc, on sort des convictions pour aller vers ce qu'on appelle la politique low cost, c'est-à-dire la politique au rabais. Avec 700 mots, on gagne une campagne, une présidentielle aux États-Unis. Et donc, hier, on avait malheureusement aussi les politiques,
en allant dans ce sens-là, ils se dénaturent. On avait des grands hommes politiques, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, en tous les cas, ils avaient des projets, des convictions. Aujourd'hui, on a des hommes politiques. Avant, on avait des gens qui étaient responsables et compétents, qui nous dirigeaient avec des îlots d'irresponsables et d'incompétents qui venaient se nourrir, mais ça fonctionnait. Et ben, on a inversé ça, comme on avait inversé le capitalisme, mais ce sera pour une autre fois. On a inversé ça, et on a aujourd'hui des irresponsables et des incompétents qui nous gouvernent, avec des îlots de responsables et de compétents qui autour d'eux essayent de maintenir la barque pour pas que les pays dérivent. Et c'est là où on rentre dans un monde de politique low cost, et on n'est plus sur les convictions, mais bien sur les opinions. Comme ça, je fais un clin d'œil aux jeunes qui viennent d'arriver et qui développent des choses. Voilà, on est solidaires. Vous voyez, on aide les nouveaux. Hein. Voilà. On n'est pas dans le low cost, là, on est dans le vrai pays, et on le voit bien d'ailleurs dans les conceptions qu'on a. C'est aujourd'hui, on essaye, et Sarkozy essayait dans son discours tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai pas voulu trop rencher Sarkozy. Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi que l'opinion a été sensible, et il s'est dit, si je vendais le même produit que Trump parce qu'il est prêt à tout pour se faire élire, eh ben je le vendrai à Trump, et donc il va réduire ses 700 mots au foulard. Être raciste, c'est pas, faut arrêter de dire que être raciste c'est pas bien, parce qu'être raciste c'est bien. D'ailleurs, Trump l'a démontré. C'est-à-dire qu'il va même galvauder le discours de Trump, qui lui parlait à l'américain moyen, pour justement essayer de s'en saisir et parler aux Français moyens. Et donc du coup, on va avoir cette politique low cost qui va nous diriger, et demain on se réveillera tous avec un mal de crâne, et on saura pourquoi. Parce qu'on n'aura pas été vigilant, et qu'on n'aura pas avant on serait pas revenu sur les convictions, et qu'à force de dire c'est tous les mêmes, tous pourris, eh bien on conforte la politique low cost, et on conforte effectivement l'arrivée de populistes au pouvoir. Très bien. Alors la politique low cost de Akli vous a fait certainement réagir. Sabrina, Maïssa, Rachid. Moi je veux bien prendre la parole en fait. Non, justement, j'allais dire quelque chose que j'ai Alors juste parce qu'en fait on est aussi en low cost micro, donc voilà. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai eu aussi par le biais d'un ami aussi qui est engagé dans la politique, cette réflexion, parce que cette personne qui m'a vraiment au-delà d'initier, qui m'a sensibilisée en fait à ce devoir, et ce que j'ai compris, c'est que effectivement on focalisait beaucoup, ce qui est normal, on focalisait beaucoup sur la politique nationale, à savoir présidentielle, ministérielle, alors que, et cet avis m'appartient et je le rejoins parce que je l'ai entendu à Cli, on sous-estime beaucoup en fait ce qui se passe localement, alors que c'est localement qu'il y a un pouvoir extraordinaire, et justement parce que pas tous, mais la majorité en tout cas des politiques qui sont au pouvoir nous font beaucoup défaut malheureusement. On met un peu tout le monde dans le même sac, alors que les maires, les adjoints aux maires, des élus également. Il y a vraiment des personnes qui font un travail extraordinaire, et je l'avais déjà dit il y a Sabrina, quelques des mois. parlementaires, Pouria Abishraï, quand il pose la question à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur sur la situation d'Adama, le décès, je pense qu'il remplit son rôle. Il est sur des convictions et non plus sur des opinions. Complètement. Mais est-ce qu'ils sont en contact, en tout cas beaucoup plus direct, pour pas dire direct, mais beaucoup plus direct en tout cas avec le peuple, parce qu'ils sont en contact quand même avec les gens de leur ville, ils habitent au milieu des citoyens de leur ville, des habitants. Donc on sent quand même qu'il y a une politique humanisée quand même qui est intéressante, beaucoup plus différente que ce qu'on peut. J'avais envie de dire carrément absente que ce qu'on peut retrouver justement au niveau des politiques au-dessus, dont Trump représente tout sauf quelqu'un. Non, c'est pas vrai, on peut pas s'identifier. On va s'identifier peut-être à certaines choses dans son discours, mais absolument pas au personnage, au mode de vie qu'il a. Voilà. Ouais. Et vous savez qu'il a à peu près une trentaine d'affaires en justice, hein. Et je crois, j'avais cru voir 12 avec 12 femmes. Ça laisse de l'espoir à Sarkozy, hein. Non, mais contrairement à la France, il n'y a pas d'immunité, pour le président américain. Je sais. Rachid, la politique low cost. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le fait que il ait fait une campagne avec 700 mots. Ouais. Et moi, j'avais lu un truc par rapport à ça, c'est que il y a des linguistes qui ont étudié sa campagne, et Trump faisait atterrir ses phrases avec des mots clés, des mots comme succès et des mots comme rêve. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment une technique commerciale de storytelling, et qui faisait qu'il faisait rentrer son discours dans le cerveau des personnes. Il se faisait appeler Monsieur Brexit. Exactement, aussi. Donc c'est vraiment il a saisi le levier du populisme là pour le coup, et ça l'a propulsé tout simplement. 16h42, messieurs dames, il faut qu'on enchaîne parce que voilà, on doit enchaîner avec tout de suite Maïssa le roi pour son avis tranché. Maïssa, de quoi vas-tu nous parler, ma chère Maïssa? Moi je vais parler de la laïcité. J'adore Maïssa qui travaille, qui a des notes et tout, c'est la plus studieuse, je crois. C'est vrai ou
Non, c'est pas la plus studieuse. C'est pas juste. Moi, j'ai vu que Maïssa, j'ai pas vu encore Sabrina, j'attends de voir qu'elle sorte la note. Ah, attends, Non, tu moi vas j'ai voir. des notes parce que je vois pas bien. Mais notre nouveau aussi avait sa note. Hein. Voilà. Alors, Maïssa, vas-y, on est tout oui. Allez, c'est parti. Méprenez-vous. Avoir un bac plus 14 en hijabologie, voile islamique pour les adeptes de la télé, c'est de la bombe. Cela fait de vous une des personnes les plus qualifiées des écoles de désensibilisation face à l'humiliation. Ils vont passer par différentes étapes, ça commence très jeune. Ça va, moi j'ai esquivé le test de radicalisation. Ceci dit, tout a commencé au lycée. Toute l'année à esquiver de façon stratège la CPE acharnée à la recherche du moindre bandeau. C'était devenu obsessionnel. Elle a inspiré Valls, je pense. Dès qu'elle te chope, bim, convoqué, conseil de discipline, histoire de continuer à collectionner les humiliations et à ton palmarès. Après ton bac, en poche, t'es en amphi, rempli à craquer du début d'année, et là, rebim, le prof prend le micro pour te dédicacer sa haine qui t'est délicatement adressée. Je l'admets, cela peut affiner ton art de la rhétorique. Mais tout de même, pas la peine de se donner tant de mal. Puis tu décroches ton master, c'est là que le doux monde du taf t'ouvre grand les poignets pour te lâcher un puissant crochet et là, bim. Votre foulard, vous comptez en faire quoi? À cet instant, tu aimerais lui bâillonner la gueule avec, mais tu lui réponds avec la froideur désinvolte prêtée au contexte. De quoi vous parlez? Et après ça, tout cet entraînement à l'immunisation émotionnelle face à mon voile, t'as vraiment cru que tu allais me dissuader, m'intimider ou réussir à planter la graine haineuse de ton cœur qui a fini par gangréner? Non, tu te trompes. Je garde le smile, je reste ici, je me défends, je profite de chaque instant, je kiffe, je vis, je t'observe et apprends même de toi. Alors, je lève mon voile à toutes celles qui sont passées par là. Je lève mon voile au nom de la liberté que j'ai et qu'ils ne m'enlèveront jamais. Je lève mon voile à cette force qu'ils n'ont fait que renforcer. Je lève mon voile à ceux qui ont su nous respecter malgré les différences. Je lève mon voile à tous les musus discrets et à ceux qui le sont moins. Je lève mon voile à ma France, celle qui me fait mal, mais que j'aime tant. Je lève mon voile à toute cette classe politique islamophobe qui n'en a que faire de ma liberté et qui se cache derrière la laïcité pour faire parler leur racisme décomplexé. Ah, alors toujours aussi fan, Akli? Non, là, franchement, c'est abusé, hein. Non, je plaisante. Enfin, j'ai bien aimé parce que Maïssa s'est un peu dévoilé, donc je trouve que ça avait un peu de charme. Et ce qu'elle dit est assez. Enfin, mais dans le fond, ce qu'elle dit, c'est un peu de forme d'humour, un peu violente aussi, parce que je pense que c'est ce qu'elle a vécu et ressenti. Je trouve que effectivement aujourd'hui, même si les gens ont envie d'enlever le voile, si on veut, c'est à eux de le faire. C'est pas aux gens de décider la tenue vestimentaire. On revient au même débat qu'il y a eu en 1905. Heureusement qu'il y avait Briand, et Jaurès, qui est Briand notamment, qui a répondu justement brillamment, sans faire de jeu de mots, aux gens qui disaient qu'ils voulaient interdire la soutane dans les espaces publics. Oui. Et donc heureusement qu'il y a des gens de qualité qui interviennent comme ça, et je pense ce qu'elle exprime, c'est ce que vivent certainement beaucoup de jeunes filles en France, et je trouve que au nom de l'égalité, je pense, et du respect de la dignité humaine, leur faire vivre des violences, en rajouter, même si déjà il y a peut-être des gens qui abusent, etc., mais parce que ça existe aussi, c'est pas une réalité, et tout le monde le sait, mais d'en rajouter, c'est peut-être pas la bonne solution, et je trouve que ce coup de gueule va peut-être éclairer. J'espère que leur jette pas à la figure ton voile, parce que de toute façon ils ont déjà un voile devant les yeux et un voile sur l'esprit, ce qui est plus grave que de l'avoir sur la tête. Donc je pense qu'il faut que tu ne te dévoiles un peu moins quand même, hein. Mais bon, c'est pour la finir sur une boutade. Mais c'était très bien sur le fait de se dévoiler, donc. Ah bah de cette manière-là. C'était très bien comme coup de gueule façon. C'est un avis tranché. Hein. Ouais, c'est un avis très tranché façon street. J'ai bien aimé. Façon street. Voilà. Ah, ça tombe bien, on va recevoir un gars de la street. Hein, exactement. Bah c'est carrément dans le thème. Oui. Et puis oui, c'est vrai que, enfin, ça fait des années qu'on en parle en réalité de ce truc-là. Enfin, demander à quelqu'un de s'habiller ou de ne pas s'habiller de telle ou telle manière. Après, on va passer à quoi? Enfin, ça va être la nourriture. On en parle déjà dans les cantines. Ah bah oui, ça y est, ça commence. Oui, hein. Ouais, jambon frites, double ration. Voilà, double ration de frites. Bon. Voilà. C'est Sabrina, t'es pas très objective concernant Maïssa, faut le dire. Voilà, donc j'aime. Votez pour Maïssa. C'est pas encore l'heure de voter. Non, mais voilà, je connaissais déjà ce texte et cet avis là-dessus, et je respecte ce combat que j'ai porté aussi pendant de longues années, et j'adore la fin. Je lève mon voile. C'est un bon pied de nez aussi à cette liberté qu'on ne peut nous voler en fait. Bon, bah puisque Sabrina a la parole et qu'Akli attend de voir ce que vaut Sabrina. Ah ouais, je savais pas, tiens, bah ouais, je attends, découvre. Il observe. Okay. Sabrina artiste, à toi de jouer, on écoute. Alors, comment il met la pression? Plaidoirie d'une militante contre la falsification d'honneur. J'ose, avec ou sans prose, m'adresser aux laboureurs du tose, aux artisans de la contrefaçon,
aux penseurs décérébrés, aux casseurs de sucre sur le dos, qui en face tartinent de miel leurs mots, aux rats des champs qui se prennent pour des lions vaillants, aux langues de vipères qui vocifèrent mieux que Lucifer, l'heure avant l'heure de vous sommer d'arrêter avec cette plaidoirie en votre défaveur. Objection, votre honneur. Porter atteinte à l'honneur d'une personne, c'est déshonorer sa propre personne. Le calame a nié le calomnier. Le calame a peur du calomniateur, car il sait que le mensonge n'est que le son des hypocrites adeptes de la fuite. Leur rite s'effrite face au véridique. Votre honneur, on ne se meurt la vérité. En vérité, le réel est un monde parallèle pour eux. Pour eux et leur univers qui se lit à l'envers. Envers et contre tout, le revers, ce contre-coup, a un goût de bassesse. Et sans cesse, la messe des médisances officie avec aisance. Votre honneur, une odeur de chair morte fait guise d'haleine putréfiée assez forte. Ces mécènes du porte-à-porte sèment discorde au sein des cœurs. Parler leur est aisé, puisque leurs mots sont biaisés. Travestir une réputation, c'est l'amputation de leur valeur. Horreur calligraphiée d'une langue aiguisée prête à trancher leur papyrus. Quel mal en fût-ce. Je n'implore pas de condamnation pour ces contrefaçons. Ils se punissent, ils se salissent lorsqu'ils avilissent jusqu'à leur propre fils. Ces coupables sont des victimes, car condamnés à rester aveuglés et à poustillonner leurs invectives face à la pureté des cœurs blessés. Je demande à la cour une peine pour que leur haine s'apaise et que se taisent ces vautours. Je demande à la cour à ce qu'ils goûtent aux fruits du repentir afin de fuir les méandres des âmes satires destinées à la cendre. Je conclurai avec ce que j'appelle le syndrome du mensonge et de la chute. Ceux qui respirent le mensonge, est-ce qu'ils transpirent dans leurs songes? Car ils épongent nos sourires de leur pire songe. S'avilir au lieu de s'anoblir. Quelle chute! Mais chut! Alors, Akli? Alors là, je dirais juste un mot, érotose. Parce que franchement, parce que sincèrement, ce que tu dis est énorme parce que c'est ce que je dis beaucoup à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui, je le dis, c'est important ce qu'elle dit. Non, mais c'est important parce que je le dis aussi aux jeunes militants qui sont beaucoup plus sensibles que nous, parce que nous, on a le cuir qui s'est un peu tanné avec le temps, mais les jeunes militants, c'est comme ça qu'on est mobilisés. Il y a des gens qui sèment la division. Parce que c'est vrai, leur seul souci, c'est d'exister. C'est pas de construire, c'est d'exister. Et donc, et comme ils font rien, ils ont le temps de parler sur les autres et de critiquer. Moi, quand quelqu'un vient me parler de quelqu'un, je lui dis, écoute, ne m'en parle pas parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi, je vais voir par eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui nous pose problème, ce qui fait que, soi-disant, on partage des choses en commun sur des valeurs, qu'on n'arrive pas à militer, c'est parce que tous les gens qui viennent, en réalité, ne viennent pas sur les valeurs ou sur les convictions, mais viennent pour essayer de trouver un espace pour exister sur l'opinion. Et ça, c'est ceux-là qui viennent parler. Et donc, je trouve que tu l'as dit d'une façon très très bonne. Je pense que c'est un très bon message et il faut le décerner. Mais je dis aux gens qui veulent se mobiliser et qui sont sincères dans leurs engagements, c'est le temps est l'ami du juste. Avec le temps, on voit tous les falsificateurs. On ne peut pas travestir le temps parce que le temps est un révélateur. Donc continuez à vous battre, ne vous laissez pas détourner parce qu'il y a aussi tous ces militants du virtuel qui sont toujours très forts, mais quand dans le réel, on a besoin d'eux pour des actions militantes, on voit pas beaucoup de gens s'agir. Et donc c'est ceux-là qu'il faut regarder. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la critique, qui viennent parce qu'ils ne passent leur temps qu'à critiquer ceux qui construisent, parce que eux veulent détruire, parce que la construction les empêche de vivre. Et ça, c'est pour ça, c'est pareil quand les gens disent tous les politiques, tous c'était même tous pourris. C'est souvent ceux qui sont aigris et qui est frustrés, qui voulaient une place politique, qui n'ont pas réussi à l'atteindre, et donc ils jettent l'opprobre sur les autres, pensant comme ça exister. Et je trouve que ton message leur est destiné. Et je conclurai en disant Rorotose. Merci. Alors, Maïssa? Ah là 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 là, mais vraiment? Ah non, mais vraiment, j'aime parce que c'est incisif, c'est j'aime. Franchement, j'aime. T'as vu, j'ai pas l'habitude. C'est pas j'aime, c'est j'adore. Ouais. Tu devrais dire, Maïssa, pas j'aime, c'est un peu léger. Rachid. Non, elle comprend mon j'aime. Il vaut 10 j'adore. Rachid, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as ressenti? Moi, ça m'a donné des frissons. Déjà sur la forme, je pense qu'il faudra faire écouter Akeri parce que y a moyen d'un featuring là. et sur le fond, ça me fait penser à un adage qui dit les gens éveillés parlent des idées et les gens endormis parlent des gens. Oui. Donc c'est exactement ça. Voilà. Je pense que c'est important de le dire parce que de toute façon, c'est même pas que c'est important de le dire, c'est important de le rappeler encore. Et comme l'a dit Akli, certaines personnes construisent
à leur échelle, humblement, comme elles peuvent, localement, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'elles essayent d'avancer, et quand bien même on va ternir en fait ces ambitions, cette image, peu importe, il faut continuer à avancer et se rappeler que, comme le disait Akli si bien, le temps est révélateur en fait. Voilà. Allez, dans un instant, messieurs, dames, il va pas tarder d'arriver, notre ami Kerry James. On va l'accueillir comme il se doit, ainsi découvrir cet artiste que vous connaissez forcément. Il y a la fanfare et tout, hein. Tu leur as pas dit qu'on avait mis la fanfare? Non. Il y a tout, la fanfare pour l'accueillir et tout. Ed Ballon et tout. Et les majorettes, donc Sabrina, Maïssa, Bouchra, qui est là, et nous, là, voilà. Oui, on salue la baronne Bouchra, quand même. Et il y a la trompette aussi avec nous, donc on aura tous. C'est Bellomo qui a commencé le premier à jouer de la trompette dans le rail, qui a influencé, tu le sais ça, Christophe, hein. Bien sûr. À tout de suite, ne bougez pas. Et ouais, on est là, messieurs, dames, le grand forum avec Kerry James qui devrait pas tarder d'arriver pour évidemment cette interview attendue, très attendue même, par beaucoup de gens. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, Sabrina Artis, Maïssa Leroy, Rachid Tabib et Akli Melouli sont là. Évidemment, la parité est au complet. Et c'est parfait. Petite chose importante, je voulais qu'on parle avant d'accueillir Kerry James de la décision du Conseil d'État. Vous avez suivi par rapport aux crèches de Noël? Alors non, je t'écoute. Eh ben, le Conseil d'État autorise les crèches de Noël. Ben, attention. Alors, vous allez voir que là, c'est vraiment assez sous un aspect plus festif et non religieux. Ouais. Donc voilà, on accueille le fait d'autoriser les crèches de Noël sur l'aspect festif et non religieux. Qu'est-ce que tu vas redire, Akli? Oui, le problème c'est que je sais pas pourquoi on fait un peu de blocage. À partir du moment où on confond le fait religieux et le prosélytisme religieux, la laïcité reconnaît tous les faits religieux. Elle met un blocage au prosélytisme religieux. C'est-à-dire que si effectivement, d'ailleurs, la laïcité c'est pas que le prosélytisme religieux, c'est aussi le prosélytisme politique. C'est pour ça qu'on dit que dans les communes, les villes, tout ce qui est institution ne doit pas faire de prosélytisme. C'est-à-dire qu'elle doit être dans la neutralité, pas neutre. Hein. La neutralité, ça veut dire un espace de neutralité, c'est un espace où on ne fait pas de prosélytisme, où on défend pas plus telle thèse que telle thèse, où on essaie de remplir ses missions. Donc moi, franchement, à titre personnel, je vais vous dire, franchement, je pense que c'est encore un faux débat, cette histoire de crèche ou pas crèche dans les mairies, et donc je pense que c'est une façon un peu, je dirais, fine de dire, bon, arrêtons avec ces débats qui servent à rien. Je veux dire, c'est comme les fêtes religieuses. Vous savez, moi, je suis musulman, il y en a qui sont pratiquants, pas chacun fait comme il veut, mais ça, c'est pas pour autant que je ne fête pas Noël avec nos enfants, et que, voilà, après, c'est aussi un peu, les fêtes, c'est aussi un moyen de convivialité. Je crois que la religion, quand elle rapproche les gens, les peuples, elle est bonne. Quand elle divise et quand elle sème la terreur, c'est plus de la religion. Donc, faut qu'on arrête aussi avec tout ça. Je pense qu'il faut arrêter avec les débats. Et comme d'ailleurs, comme le fait que souvent certains disent que les musulmans, l'islam n'est pas compatible avec la République. Hier, la République, quand elle colonisait l'Algérie, qu'elle voulait garder, il était compatible. S'il était hier, il était. Aujourd'hui, il l'est plus. Faut arrêter ces débats qui ne servent à rien. Chacun a le droit. Le fait religion, on le reconnaît tous. D'ailleurs, c'est ça, la laïcité, c'est la loi protéger la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Il n'y a pas un peu d'hypocrisie quand même, parce qu'on dit on n'arrête pas de nous rabâcher la laïcité à toute épreuve, à tout va. Et là, aujourd'hui, le Conseil d'État autorise donc. C'est pas le Conseil d'État qui la rabâche, lui, le pauvre, il essaie de s'en sortir comme il peut. Ouais, mais Sabrina, sur le fait que on soit un peu quand même dans l'hypocrisie permanente par rapport à ça. Est-ce que au nom de la laïcité, on interdit tout? Ou alors est-ce qu'on autorise en se référant peut-être à un passé historique de la France, je ne sais pas moi. Alors comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, il faut redéfinir, ou plutôt redonner la réelle définition de ce qu'est la laïcité. D'accord. Ouais. Parce que la laïcité n'est absolument pas ce que l'on vit ces 10 dernières années. Absolument pas. La laïcité n'est pas une contre-religion. La laïcité n'est pas là pour contrer la religion. La laïcité, elle est là pour que tu puisses vivre ta religion de manière saine, en toute citoyenneté. Et ce n'est absolument plus ce que l'on vit depuis, je sais pas, plus de 10 ans. Hein, et encore, je suis gentille. Hein. Donc, il y a pas. Pour moi, comment dire, je trouve pas ça hypocrite. Je dirais juste que ce qui se passe là, pour contextualiser ce qui se passe par rapport à ces histoires de crèches, je trouve pas ça spécialement choquant en soi, en fait, parce qu'il y a un patrimoine historique et culturel et cultuel qui appartenait à la France, qu'on doit pas inhiber, en fait, du territoire et du patrimoine et de l'histoire française. Et si est venu s'imbriquer d'autres religions,
et pas uniquement l'islam, eh bien en fait le but c'était de faire en sorte que ces religions aucune ne vient en fait primer l'une sur l'autre et que l'on apprenne à vivre de manière saine. Donc tout autant lorsque on se retrouve à fêter une fête commerciale comme Halloween, bon maintenant on le fait quasiment plus parce que commercialement parlant on a vu que d'un point de vue économique ça rapportait pas, mais quand on se rend compte que autour de nous il y a tout un univers en fait en France autour d'Halloween qui s'est tablé ces 5 dernières années juste parce que commercialement parlant on a voulu miser dessus et que à côté on est en train encore aujourd'hui de se battre pour avoir une journée de l'Aïd. Bon voilà, là pour moi là je me dis un truc qui est pas logique parce qu'on parle pas de religion là, on compare pas, on est en train de parler chiffres. Rachid, sur le fait de cette hypocrisie finalement de cette décision moi je vais rejoindre un peu l'avis d'Akli. Je pense que c'est un faux débat parce que ils nous disent que c'est autoriser les crèches à partir du moment où c'est festif et non religieux. Ouais. Mais du coup, comment on définit le caractère festif et comment on mesure, parce que c'est pas mesurable en fait. Il est où le curseur pour mesurer? C'est ça le problème. Voilà. On est en manque de curseur pour le coup. Quelle est l'unité de mesure de la festivité? Voilà. Bon, à la limite, j'ai rien contre, mais c'est qu'on nous rabâche la laïcité à toute épreuve. C'est pour ça que ça devient un petit peu ennuyeux au bout d'un moment, quoi. Ce mélange des genres, quoi. C'est très compliqué, Maïssa, s'y retrouver. Ah, mais ça, c'est clair et net. Franchement, c'est trop compliqué. Et puis, en plus, enfin, c'est une richesse, vraiment, la pluralité, la différence des genres, etc. Tu vois. Donc, je vois pas pourquoi on l'utilise comme un handicap au lieu d'utiliser ça comme une richesse. Ouais. Ouais, c'est très complexe. En tout cas, messieurs, dames, on sera amené d'en parler, bien entendu. Notre ami Kerry James va pas tarder d'arriver sur France Maghreb 2 pour, bien entendu, parler un petit peu de son parcours, de son œuvre artistique, parce que on l'appelle le rappeur conscient. Vous savez, celui des rap conscients. Voilà, donc on va un petit peu découvrir ses inspirations. Moi, j'ai une question à tous les membres de l'équipe, Christophe. En attendant Kerry, je peux? Oui, vas-y, je t'en prie. Et j'aimerais savoir, en fait, pour ceux qui ont écouté et qui écoutent, quelle est votre musique ou votre morceau préféré? De Kerry James? Non, Chantal Goya, bien sûr. Alors moi, là, elle me tacle, là, direct. Là. Ah ouais. Voilà. Alors moi, franchement, j'en ai trop. C'est qui Kerry James? Non, arrête. Moi, Christophe, je viens de remarquer un truc, par contre, avant là-dessus, sur la laïcité. Ouais. J'ai remarqué que c'est le deuxième chien que je vois que tu as, et tes chiens sont tous blancs. Et je me demande si c'est quelque part, il n'y a pas une forme inconsciente, donc il faut que tu t'expliques là-dessus, Christophe. Ouais. Mais t'es pas obligé de raconter ma vie à l'antenne, non plus. Ils sont très beaux, t'as vu? Alors moi, ce serait franchement, la dernière. Je vais répondre à la question, moi, avec mes enfants. Ouais. On écoute Racaille. Et Lettre à la République. Lettre à la République, ouais. Et sinon, franchement, j'ai vraiment, je les aime tous, quoi. Il y en a pas un que j'écoute et je dis j'aime pas. Mon cher Akli, tiens, qui fait le malin. Est-ce que t'as une chanson? Ouais, de toute façon, je vais pas être original parce que je vais pas être Racaille, parce que je trouve qu'effectivement, on dénonce pas assez, on est toujours à taper sur des petits jeunes qui commettent des délits parce qu'ils sont jeunes, justement, et que dans la vie, on apprend, etc., tout ça, et on tape pas sur ceux qui font conscience, sur les grands qui trucs, alors que le bloc, tout ça. Donc j'ai trouvé que ce petit retournement permettait un peu de réinterroger la société et de voir sur quelles valeurs on se basait et tout. Parce que je pense que effectivement, quand on est jeune, on a tendance à justement à braver l'interdit pour se construire et on ne doit pas stigmatiser les gens qui sont là-dessus. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant, Racaille, pour justement ce changement un peu de pied. Rachid, c'est quoi ta chanson préférée de Kerry? Moi je vais tricher. J'en ai pas une, j'en ai 3. Ouais. En fait, moi aussi, je suis un peu comme toi. Voilà. Donc moi, il y a Opération, il y a Opération Coup de Pompe. Ouais. Il y a Hardcore, donc ça c'est le gros classique. C'est celui qui l'a révélé d'ailleurs. Voilà, et il y a 28 décembre 77. Oui, c'est sa naissance. Et là dernièrement il y a Musique Négar, donc je triche encore. Avec Yessoufa. Voilà. Sabrina, toi qui as posé cette question? C'est vrai que également Hardcore, parce que c'est ce qui, pour moi en tout cas, l'a révélé. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il était très puissant. Et là récemment, franchement, je suis tombée sous le charme total de Jamais. Parce que je m'identifie complètement à cette chanson, à ses paroles, et ensuite aussi Mohamed Alix. Ah bah oui, forcément, c'est le nom d'album d'ailleurs qui est sorti depuis le mois de septembre. Allez, encouragez. Moi j'en ai plusieurs, j'ai Constat amer que j'aime beaucoup, les derniers MC aussi sortis en 93, et j'ai aussi une chanson sur la Palestine sortie en 2009. C'était alors le titre je m'en souviens plus, mais en tout cas c'est une chanson de à peu près 9 minutes qui il dit tout en fait sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est vraiment expliqué avec ses mots, et c'est sans haine, contrairement à ce qu'on attendait tenté de nous faire croire. Et puis Banlieusard aussi qui est pas mal, qui avait d'ailleurs un peu énervé Christian Estrosi à Nice là-bas. Voilà.
Et c'est le digne héritier de Toussaint Louverture parce que Kerry James est d'origine haïtienne. Ouais. Et donc c'est quand même Toussaint Louverture est quand même celui qui est le premier s'est élevé contre l'esclavagisme pour les égalités. Et je trouve que c'est son engagement est dans le digne héritier de ce que faisait Toussaint Louverture. Est-ce que vous savez où il est né? Où? Il est pas né en Martinique? Non. Il est né en Guadeloupe. Yes. Voilà. Parce que les Haïtiens, beaucoup de plus. Voilà. Allez, on y va. Et vous m'avez pas cité cette chanson et pourtant ça a été une chanson écrite en réaction donc avec les attentats survenus l'année dernière. Vivre ou mourir ensemble. Kerry James, il arrive, messieurs dames. Vivre ou mourir ensemble. C'est Kerry James. Il est avec nous et franchement, je tiens à te le dire tout de suite, Karim, je suis vraiment ravi de te recevoir. C'est moi. Parce que moi qui suis fan, parmi tant d'autres, bien sûr, mais c'est vraiment à chaque fois un honneur. Kerry James, bienvenue à toi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Merci de me recevoir. Avec toute la fine équipe que je te présente, Sabrina Artiste, Maïssa Leroy, qui avait le sourire jusqu'aux oreilles lorsque je lui ai dit que tu venais. Pas obligé de le dire à l'antenne. Hein. Rachid Tabib et Monsieur Akili Melouli, donc pour t'accueillir. Kerry, c'est quand même une sacrée carrière, un parcours assez atypique. Né le 28 décembre 1977 et je serais en train de te dire que t'as la meilleure année puisque c'est la mienne. Donc bon anniversaire par avance. Tu es né en Guadeloupe. Ouais. Ah, et tu y as passé d'ailleurs une partie de ton enfance. C'est ça, jusqu'à l'âge de 9 ans. 9 ans, quand même, ça a laissé des traces. Ouais. Mais je suis né en Guadeloupe pour des raisons techniques. Ouais. En fait, moi, ma mère était déjà enceinte de moi. Ouais. Ma mère est haïtienne. Mon père également est haïtien. Et ma mère était enceinte de moi et ils ont voyagé en Guadeloupe et ils ont fait en sorte que je naisse en Guadeloupe pour pouvoir avoir les papiers français. Ouais. Voilà, c'est ça mon histoire. Et du coup, il y avait ton père qui a décidé avec ta sœur de t'envoyer en métropole pour que tu puisses t'épanouir, j'allais dire. Exactement, pour que je puisse avoir des possibilités. Ouais. Et t'as grandi dans le 9-4 à Orly. C'est ça. À côté de l'aéroport, finalement, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui fait que moi, ça me pose pas de problème le bruit des avions. Ouais. T'as grandi avec. J'ai grandi avec. Ouais. Alors, tu es un interprète, un producteur, et on peut même dire un poète. Et tu as cette particularité d'être un rappeur particulier qu'on pourrait classer dans la catégorie des rap conscients. Alors c'est pas arrivé tout de suite quand même ce rap conscient, puisque notamment dans tes chansons en général, dans ton œuvre en particulier, tu évoques la vie en banlieue que tu connais forcément bien, mais aussi et plus particulièrement ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, l'inégalité également dans la France actuelle. Et là il y a de quoi dire, hein, forcément. Bien sûr. T'as commencé très jeune la musique. Ouais. Est-ce que vous savez, tiens, autour de cette table, à quel âge il a commencé, Kerry James? 13 ans, non? 13 ans, bien joué, 13 ans effectivement. Avec 3 amis, vous avez fondé ce fameux groupe Mafia Cafri, que tout le monde connaît, forcément. Avec un premier album qui est finalement intervenu en 2001. Si c'était à refaire, quel album? Alors en fait, moi mon premier disque il est sorti en 1992. Oui, mais avec la Mafia Cafri. Non, c'était avec Idéal J. Ouais. Idéal Junior. On était 3 jeunes, il y avait Teddy Corona, Jesse Monet et moi-même. Et en fait, il y avait les grands de notre quartier, ça s'appelait le Possi Idéal. Et nous, on était les petits, donc Idéal Junior. On a sorti un maxi. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait un groupe de jeunes rappeurs américains qui s'appelait Chris Cross, qui avait fait un carton. Oui. Et donc, il y a des producteurs qui nous ont vus, se sont dit on va faire la même chose, mais bon, on n'était pas Chris Cross, quoi. Ouais. Et donc, on a sorti un premier disque en 1992. Ensuite, avec mon groupe Idéal J, j'ai sorti un disque en 1996 et un autre en 1998. Et en 2001, j'ai sorti l'album solo. L'album solo, le premier donc, l'album solo. Alors revenons un petit peu sur cette période un petit peu particulière, Kerry. C'est en 2000 que tu étais converti à l'islam. C'est ça, ouais. Ça a tout changé pour toi. Est-ce que par rapport à ce que tu faisais avant, ton œuvre, est-ce qu'il y a des morceaux que tu assumerais aujourd'hui, que tu referais? Alors j'ai eu plusieurs étapes là dans ma vie. J'ai une première étape où je me suis converti grâce à Dieu et cette conversion il a fallu que je la digère, que je l'assimile. Et j'ai une première étape où j'assumais pas du tout ce que j'avais fait avec mon ancien groupe Idéal J, où je ne voyais que du mal dans ce que j'avais fait. Ouais. Les textes étaient assez durs. Ouais, les textes étaient assez durs, mais finalement ils étaient souvent, mis à part les grossièretés dont on n'a pas besoin en réalité, ils étaient souvent justes. Ouais. Et après j'ai eu une deuxième étape où j'ai un peu plus assimilé même ce que j'avais fait et pour essayer de trouver
un juste milieu entre ce que j'étais avant et ce que je suis devenu, mais en réalité il n'y a pas vraiment de différence. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites dans Idéalgie que je pourrais aujourd'hui interpréter, que j'ai interprété d'ailleurs par exemple au théâtre des Bouffes du Nord. J'ai interprété par exemple le texte J'ai mal au cœur qui s'adresse aux frères qui sont en prison. Il y a des textes aujourd'hui comme Constat amer qui sont en fait la suite d'un morceau comme J'ai un message qui était déjà dans l'album d'Idéalgie, le combat continue, voilà. Ouais. Alors pour parler plus particulièrement de cette conversion à l'islam, c'est suite à une perte d'un proche. En fait, moi, ça fait depuis que je suis arrivé, depuis que j'étais en 5e, 4e, je me considérais déjà musulman. J'ai arrêté de manger du porc, j'étais en 5e, en 4e, un truc comme ça. Mais en fait, c'était plus par ce que moi, il a fallu que je m'intègre à la cité. Ouais. Moi, j'ai fait 2 intégrations. Parce que moi, je venais de Guadeloupe. Je suis arrivé à Orly, j'étais un petit blédard. Ouais. Donc, il a fallu que je m'intègre dans le quartier, que je m'intègre dans la cité. Et moi, ma mère a toujours eu il y a toujours eu de la religion chez moi. Ouais. C'est-à-dire ma mère elle a fréquenté les protestants, elle a fréquenté les chrétiens, même ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Quand ils venaient chez nous, ma mère elle les faisait rentrer et ils nous faisaient des cours. Donc j'ai jamais eu de problème avec la religion. Et ce qui fait que quand j'ai eu besoin d'une spiritualité, celle qui était forte autour de moi, c'était l'islam. Et donc je l'ai épousé de manière naturelle et un peu aussi par conséquence sociale au départ. Et ensuite, après, en 2001, il y a eu vraiment un pas prononcé où j'ai vraiment cherché à apprendre et à comprendre, quoi. Qu'est-ce qui a changé réellement pour toi, si tu devais un peu définir les choses, qu'est-ce qui a réellement changé entre le Kéry d'avant et le Kéry d'après, le Kéry qui a épousé cette belle religion qu'est l'islam? L'une des choses les plus importantes que l'islam m'a apporté, c'est la capacité à rester dans la justice, même quand je dois faire face à un groupe. Alors qu'avant, tout seul, j'avais pas cette force. Mais moi, ça faisait longtemps, par exemple, que j'avais compris que la vie qu'on menait dans la rue, c'était pas la bonne voie. Ouais. Il fallait la force de dire non. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec l'islam. Voilà. Kéry James est avec nous, extrait de cet album qui est sorti donc le 30 septembre dernier. Mohamed Alix. C'est ça. Pourquoi Mohamed Alix d'ailleurs? C'est en référence au boxeur Mohamed Ali. Ouais. Oui, parce que t'es un boxeur, faut le dire. J'aime la boxe, ouais, j'en ai fait un petit peu. Il y en a qui s'en souviennent. Dans une certaine radio, voilà, par exemple. Ouais, c'est vrai. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Il y a quelques années. Ouais. En 2009. Mais ça pourrait m'arriver encore. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais pas dans cette radio, pas ici. Ah non, s'il te plaît. Il y a que des gens bien ici, mon cher ami Kéry. T'es chez toi ici. Merci beaucoup. Avant la pause, on va parler quand même de ce qui était pour toi aussi une année importante en 2003 avec la sortie du projet Savoir et Vivre Ensemble. Super. Où tu as réuni également des rappeurs, des chanteurs, mais aussi des sportifs pour notamment prôner l'union, l'unité et contester finalement, puisque c'est toujours ta devise de contester après ce que l'on a appelé le 11 septembre et ce qui en a découlé forcément, cette haine, cette islamophobie qui a commencé à grimper en flèche. Pourquoi avoir envie de répondre à ta manière avec ces artistes-là? Ouais, après le 11 septembre, j'ai senti que les musulmans allaient être pris pour cible. Et j'ai essayé de faire un projet rassembleur dans lequel il y avait des musulmans et des non-musulmans. On était rassemblés sur des valeurs qui sont des valeurs de l'islam, mais qui sont des valeurs universelles également, que chacun peut comprendre et défendre. Et donc j'ai fait ce projet. Une partie des fonds était reversée pour une association qui aidait les handicapés à faire du sport, une autre pour une association culturelle. Et donc j'ai fait ce projet où il y avait presque tout le rap français. Et c'est un des plus beaux projets si ce n'est le plus beau projet de ma carrière, quoi. Kéry James, on est ensemble avec toi jusqu'à 18h sur France Maghreb. On a tellement de choses que ça aurait pu durer on aurait pu faire ce qu'a appelé l'autre, comment il s'appelle, Hanouna, 35 heures, tellement il y a de choses à dire avec toi.
Mais bon, on va essayer d'aller en tout cas à l'essentiel et de parler un petit peu de ton parcours parce que moi je le trouve absolument atypique, exceptionnel ce parcours, Kerry James. C'est presque l'âge de la maturité pour toi, 40 ans d'ailleurs, bon anniversaire par avance. Et en tout cas, on va continuer de t'interroger. Je vais aussi laisser nos amis autour de cette table te poser des questions parce qu'ils en ont. Mais on va notamment revenir dans. J'ai une petite surprise pour toi dans un instant. Tiens, ne bougez pas. À tout de suite. J'ai un petit message en fait de quelqu'un que tu connais bien, qui a une question à mon avis qui va t'interpeller. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour la suite de cette émission avec notre ami Kerry James et on est vraiment très fiers de le recevoir. En direct sur France Maghreb 2 avec Kerry James qui est notre invité à l'occasion de la sortie de son album Mohamed Alix et de son grand concert aussi le 30 novembre prochain. Ça approche à grands pas là, le concert Kerry. Hein. Ouais, c'est complet déjà. C'est complet. Ouais, c'est complet. Alors attendez, complet et sans pratiquement, on peut dire pas beaucoup de pub quand même. On peut le dire, non? On a un dé total, voilà. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu fais partie de ces artistes aujourd'hui qui peuvent se priver, j'allais dire, des grands médias. Qu'on va pas citer, avec qui tu t'es un peu fâché d'ailleurs, mais bon, voilà. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'eux, quoi. Clairement. D'ailleurs, tu l'as signifié dans l'une de tes chansons. Tant que le public est là. Ouais. Voilà, il faut pas le prendre avec, arrogance. C'est le public qui fait que je peux encore exister, quoi. Voilà. Alors, j'ai un petit message de quelqu'un que tu connais, que j'ai enregistré cet après-midi. Je te propose de l'écouter, puis tu réagis évidemment. Salam Kerry, c'est Medine, l'Arabian Panther. Tout mon soutien, comme d'habitude, indéfectible. Pour le début de ta carrière jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et ma question, elle est logique. La Ligue, est-ce que tu l'as encore en tête? Est-ce que c'est loin derrière toi? Ou est-ce que c'est loin là devant toi? Ou est-ce que c'est imminent? En tout cas, nous, on est sur le pied de guerre. Bon courage, la famille. Alors, Medine, par rapport à la Ligue, on rappelle quand même ce qu'est la Ligue. Il remet tout sur moi. La Ligue, c'est un collectif qui est composé de Youssoufa, Medine et moi-même. Les meilleurs, quoi. Voilà, et on a pour projet de faire un album en commun. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le temps dans nos emplois du temps pour mettre ça en place. Mais j'ai toujours envie de le faire pour répondre à Medine, voilà. Donc, réponse à Medine, il a toujours envie, l'ami Kerry, donc il a juste à bloquer parce que bon voilà, il te pose la question ouvertement parce qu'il a l'air de nous faire croire que c'est toi qui bloque là, c'est ça. Ouais. Ça peut se faire autrement aussi. Ils peuvent aussi prendre le studio et dire allez, tu viens, on est au studio, viens tout de suite, et ça peut se faire comme ça aussi. Bon, en tout cas, le message est passé. Par contre, j'ai une grosse dédicace à te demander, ça c'est la coutume maintenant dans cette émission, parce que j'ai un cousin moi qui me dit si tu me fais pas, je risque de te cogner, donc j'ai pas envie de prendre de coups. Est-ce que tu peux faire une dédicace à un certain Amokrane? Grosse dédicace à Amokrane. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, on va continuer un petit peu de parler de ton parcours et notamment de ce troisième album sorti en 2005 qui s'appelle Ma Vérité. Ouais. L'album qui a pas tellement bien marché celui-là. On peut le dire. Commercialement, il a moins marché que les autres. Bon, j'en ai vendu quand même 50 000. Ouais, quand même. Mais non, mais par rapport aux autres, quoi. Ouais, par rapport aux autres, il a beaucoup moins marché. Ça a été une période un peu difficile. Ouais. Un peu embrouillé avec la maison de disques. Ouais, et puis. Je crois aussi que c'était un album de transition où, si tu veux, par rapport à si c'était à refaire, je commençais un peu à revenir dans du rap un peu plus dur sur la forme. Est-ce que ça correspond avec ton cheminement personnel finalement? Je pense aussi. Ouais. Je pense que j'étais un peu ton évolution. J'étais un peu moi-même perdu et que ça s'est ressenti dans ma musique. Ouais. Et qu'après à l'ombre du show business, j'étais beaucoup plus serein en 2008. Ouais. Et justement, 2008, ça a été l'année du retour, on peut le dire, hein, parce que l'album à l'ombre du show business, qui s'est d'ailleurs classé quasiment à la 3e place des meilleures ventes d'albums dès la première semaine, donc c'était vraiment une réussite. Et puis là, tout est parti là pour en 2008. C'était une nouvelle carrière qui commençait, on peut le dire, non? Ouais, quand même, ouais, avec ce disque platine, disque d'or, quand même. C'est un album qui a beaucoup fonctionné et qui a tellement fonctionné un peu que ça m'a fait un peu peur. Ça t'a surpris? Ouais, c'est-à-dire que 114 203 exemplaires vendus. Ah ouais, carrément, comment tu sais ça? Ah bah, j'ai mes sources, hein, mon ami. Hein. J'ai mes sources. Ouais, voilà. Ça m'a fait un peu peur et puis j'ai eu peur à un moment qu'on m'enferme dans une case du gentil rappeur, pas comme les autres, parce que dans cet album il y avait le morceau avec Charles Aznavour, il y avait Banlieusard qui est un morceau qui a fait plaisir à Christian Estrosi d'ailleurs. Voilà, qui est le seul qui a pas compris ce morceau, mais sinon les gens l'ont ressenti comme un morceau très très positif.
Et donc après j'ai eu cette peur qu'on m'enferme dans un truc du rappeur pas comme les autres, gentil. Et donc après j'ai fait un album un peu plus dur derrière qui était réel. Réel, sorti en 2009. Ouais. Justement, il y a une chanson moi qui m'a interpellé et une chanson que on écoute souvent ici à la radio qui s'appelle Sur la Palestine. Ouais, avec le cœur et la raison. Avec le cœur et la raison, la version acoustique, je vous la conseille réellement. Elle est fabuleuse et là t'as tenu à donner ta version des faits, sans haine. Et c'est un appel à la raison finalement et à restituer tout ce conflit malheureusement qui dure depuis bien avant qu'on soit nés d'ailleurs tous autour de cette table. Et pour restituer un petit peu ta vérité, bon évidemment t'as été accusé par les détracteurs, ils sont nombreux. Mais c'était une volonté aussi de toi de t'engager quelque part parce que finalement, Kerry, quand on regarde un peu ton œuvre artistique sur toutes ces dernières années, t'es quand même t'es super engagé quand même. C'est engagé tes textes, c'est politique, c'est des faits sociaux, c'est incroyable. Ouais, en fait, moi, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. J'en parlais déjà dans le morceau Hardcore en 1999 quand je disais Hardcore sera la reconquête de la Palestine. Et ensuite, je voulais écrire un truc dessus, mais je savais qu'on risquait de m'accuser de prendre parti pour des raisons religieuses seulement. Alors j'ai attendu de partir là-bas, donc j'ai été en Cisjordanie, j'ai été à Hébron, j'ai été à Ramallah, j'étais voilà, et j'ai vu de mes propres yeux, j'ai constaté de mes propres yeux ce que je savais déjà. Et j'ai rencontré plein de Palestiniens qui m'ont fait plein de témoignages sur leur situation. Où beaucoup de jeunes par exemple qui vont en prison. On a même rencontré quelqu'un qui a été en prison parce qu'il a raconté un rêve qu'il avait fait. Et son rêve était un rêve de résistance quoi. Et donc voilà, ça m'a permis ensuite d'écrire ce morceau et de pas être accusé de parler de ce que je ne connais pas ou de ce que je n'ai pas vu de mes propres yeux quoi. Alors je précise quand même que l'album réel sorti en 2009 a été lui classé première vente dès la première semaine sur iTunes je crois. Donc quand même une sacrée année quand même cette année-là, 2009 aussi pour toi. Et puis il y a eu ce morceau Lettre à mon public pour y annoncer un peu une espèce de pause. Exactement. Une pause qui a pas duré si longtemps que ça finalement. Ouais, parce qu'en fait là j'avais peur à ce moment-là que ma vie m'échappe là carrément. Ouais. Et donc c'est le succès un peu qui t'a fait peur. Ouais, c'est dur surtout dans le rap. Après on a des adversaires, des gens qui s'inventent, qui deviennent, qui veulent devenir vos adversaires sans raison aucune. Et c'est un peu difficile à vivre. J'ai pris un peu de recul. T'as voyagé? J'ai voyagé. J'ai fait Liban, Syrie. À l'époque, on pouvait encore y aller. Égypte, tout ça. Alors, c'est une pause qui a duré pas si longtemps que ça, puisque malheureusement rattrapé par l'actualité et par une cause que tu évidemment et on peut le comprendre, qui te tient particulièrement à cœur, puisqu'en 2010 tu sors ce projet Espoir pour Haïti. Avec suite à un séisme terrible qui a frappé Haïti, et là t'as réuni une pléiade d'artistes pour faire ce projet. C'est ça, ouais. Et c'était une chanson que j'ai écrite, ouais. Désolé. Qui s'appelle Désolé, ouais. Désolé, avec donc pas mal d'artistes là aussi à découvrir. Haïti, c'est quelque chose évidemment qui te tient particulièrement à cœur. Qui me tient particulièrement à cœur, c'est le pays, tes racines. C'est mes racines. Il faut savoir que les Haïtiens sont des gens et me le disait tout à l'heure qui sont très proches des Algériens quelque part. D'ailleurs sans vouloir faire c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont des amis algériens. Je m'entends beaucoup avec les Algériens. Il y a un truc, c'est le premier pays noir qui a été indépendant. Et il en paye le prix aujourd'hui encore. Et les Haïtiens sont des gens très politisés. Faut le savoir. Faut le savoir. Moi, j'étais tout jeune. Mon père, il m'offrait des livres sur la Révolution haïtienne, sur Toussaint l'ouverture. C'est par mon père que j'ai connu Toussaint l'ouverture. Donc, je pense que c'est pas un hasard si j'ai cet engagement dans ma musique. Il y a quand même un héritage. Ouais. Et pour avoir été d'ailleurs, pour la petite anecdote, en République dominicaine, on s'aperçoit malheureusement que les Haïtiens
Aïcha sont considérés comme les Noirs et les Arabes en France. Voilà, les Dominicains en fait utilisent les Haïtiens pour faire le sale boulot, le travail sur les routes, travailler à 40 degrés, enfin c'est terrible. Et puis en 2012, alors il y a ce single aussi qui a beaucoup fait parler, c'est Lettre à la République, vu plus de 9 millions de fois sur YouTube quand même, 9 millions de fois c'est quand même pas rien. Lettre à ma République, c'était quoi? C'était une réponse à apporter à tout ce que t'as pu engendrer depuis 2 ans de pause? Ouais, parce que bizarrement, j'étais ailleurs, j'étais plutôt serein, et avec le recul, je trouvais encore plus insupportable la façon dont la classe politique traitait une partie de la population, et notamment les musulmans, et la façon dont les médias les traitaient. Et donc ça m'a fait écrire ce morceau qui est vraiment dur. Même moi, franchement, j'avoue que des fois j'écoute, je dis franchement j'ai été loin, quoi. J'ai vraiment tout lâché. Voilà. C'est un peu comme dans le titre Palestine où tu as peur quand tu te relis. Non, sur celui-là, en fait, j'avais peur de l'incompréhension des autres. Ouais. Mais quand je relis Lettre à la République, je dis punaise, waouh. Ah ouais, t'as été loin. J'ai été loin. Même moi, des fois, j'ai du mal à l'interpréter. Alors, en 2013, et c'est là qu'on va voir que t'es un peu précurseur quelque part, parce qu'en 2013, tu sors ce morceau qui s'appelle Dernier MC, dans lequel tu parles tout ce qu'on vit aujourd'hui finalement. Donc, est-ce que t'es pas un petit peu en avance sur tout ce qui peut se réaliser? Si t'es en avance, tu peux nous dire un peu comment ça se passait en 2030? Je connais pas l'avenir, mais c'est vrai que ce morceau était un peu en avance sur son. Il a pas été trop remarqué d'ailleurs. Exactement. Ça c'est dommage. Exactement. Et je pense que c'est l'une des raisons, c'est que les gens comprenaient pas trop de quoi j'étais en train de parler. Je parlais de l'intervention des Français en Syrie. Je parlais de Kadhafi, de la déstabilisation de la Libye, tout ça. Et les gens, je pense, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On s'en fout. Et maintenant qu'il y a des migrants à tous les coins de rue, et les gens commencent à comprendre de quoi je parlais, quoi. Ouais. Et puis il y a forcément ce nouvel album là qui est sorti. C'est l'album de la maturité? Non, en tout cas, c'est un album mature, mais je sais pas si c'est l'album de la maturité. Alors pareil, il est toujours très contestataire, cet album. On parle de tous les sujets, mais on parle surtout de ce que tu... Alors justement, quand tu écris un album, Kerry, est-ce que tu te bases sur ce que tu peux voir autour de toi, cette actualité qui peut parfois t'influencer surtout que sur les textes, je parle pas forcément musicalement, mais sur les textes. Oui, c'est ma principale source d'inspiration, surtout que maintenant on peut aller assez vite, quoi. Je peux entendre un truc à la radio, et puis je peux écrire le soir même, et on peut tourner le clip la semaine d'après, et en 2 semaines le morceau peut sortir. Donc ce qui fait que l'album il est assez frais quoi, au niveau de l'actualité. Je vais laisser place à mes chroniqueurs dans un instant, mais juste avant on va quand même écouter le gros succès de cet album Mohamed Alix, qui cartonne d'ailleurs sur YouTube. Le clip a fait sensation. Racaille, vraiment à découvrir, c'est un extrait de l'album Mohamed Alix de Kerry James qui est avec nous évidemment sur France Maghreb 2 aujourd'hui, et c'est un réel plaisir que de t'avoir avec nous, mon cher ami Kerry. Ça va, tu passes un bon moment? Ouais, franchement, je me sens tu te sens chez toi? Comme à la maison, je suis très bien accueilli. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Merci. Alors, Maïssa et Sabrina, je vais te laisser mais avant de laisser avec les filles, je vais te laisser avec Akli qui a une question à te poser. Akli, Kerry James, on t'écoute. D'accord. Kerry, moi je suis toujours juste moi dire 2 choses, c'est-à-dire que tout à l'heure avant que tu arrives, je te comparais un peu à Toussaint Louverture des temps modernes, parce que c'est aussi ce combat que tu mènes avec tes mots, parce qu'aujourd'hui les choses ont changé, c'est plus des mots, et c'est vrai que les gens connaissent pas assez l'histoire de Toussaint Louverture, et comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'Haïti paye justement cette bravoure, cet homme qui a dénoncé les premières injustices qui étaient faites à son peuple, et qui demandait que l'égalité, comme quoi quand on demande l'égalité parfois on est attaqué. Donc je voulais t'interpeller là-dessus, et le fait qu'effectivement ton attachement à ce combat, le franco-algérien, etc. Alors déjà t'inviter à l'espace franco-algérien que je préside nationalement, parce que je sais que tu es attaché. Je te demanderai dans ce message, et moi je voulais te interroger parce que comme Frantz Fanon, les gens connaissent pas, et je trouve que ton combat pour l'égalité et la justice, parce que tout à l'heure on disait que tu étais fâché avec des gens, mais en vérité tu es fâché avec personne, parce que te connaissant, j'ai toujours vu dans les actions solidarité, etc. Est-ce que dire les choses, la vérité, c'est les gens se fâchent, mais c'est pas toi qui te fâches, et donc je voudrais moi t'interpeller sur le fait, quand tu parles de Toussaint Louverture, est-ce que ça t'inspire pas quelque part cette volonté de rendre de justice à des gens que l'histoire n'a pas reconnus?
Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent l'histoire de Toussaint Louverture, même des jeunes haïtiens qui vivent en métropole, et qui est quelqu'un qui a résisté à la colonisation. Après, Haïti a pu avoir son indépendance grâce à l'action que lui il avait entamée, même si c'est pas lui qui a été jusqu'au bout de cette révolution. Et tu parlais tout à l'heure de Frantz Fanon, que j'ai découvert moi il y a pas très longtemps, père de la révolution algérienne, contrairement à ce que les gens pensent, il est le père de la révolution algérienne. Qui a épousé la cause algérienne, et qui était un Antillais qui a épousé la cause algérienne. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est vrai que François Hollande, les gens ne savent pas que c'était un psychiatre, donc il aurait pu devenir, parce que c'est le seul, un des rares entiers à l'époque, parce qu'à l'époque il fallait faire des études, qui est devenu psychiatre, qui a été élevé par sa grand-mère, et qui, au lieu de d'épouser la cause des blancs, c'est de devenir un notable, en allant de travailler dans cet hôpital qui s'appelle l'hôpital Frantz Fanon à Blida, parce qu'il nous donnait son nom, parce qu'après il a pris la nationalité algérienne en 62, et bien il a décidé d'épouser la cause de la justice sociale, parce qu'au-delà de la cause, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est battu, et c'est pour ça que je trouve que quelque part, Kerry, je le dis et avec humilité, je pense que tu es leur héritier c'est un héritier de Toussaint Louverture et de Frantz Fanon, parce que Toussaint Louverture, c'est le premier révolutionnaire. Je vais essayer de l'être en tout cas. Ouais. Mais par exemple, ce que je fais pour faire découvrir un peu ces personnes-là, j'ai un spectacle acoustique, parce que j'ai deux spectacles, un spectacle hip-hop traditionnel que je vais jouer par exemple au Zénith le 30 novembre, mais j'ai un spectacle acoustique que je fais dans des salles de théâtre, et je fais de la lecture, je fais mes morceaux classiques avec un percu et un clavier, et entre les morceaux je fais un peu de lecture de textes, et parfois je place un peu des textes de Fanon et de Sankara par exemple, voilà. En tous les cas, comme eux, tu seras toujours le bienvenu à l'espace franco-algérien. Tu es chez toi, et on espère t'accueillir très vite. Surtout un petit tour par France Maghreb 2 d'abord, évidemment. Toujours, parce que c'est le lieu. C'est le lieu de rassemblement. Je vais te laisser entre les mains des filles, Sabrina Artiste et Maïssa Leroy, qui ont des petites questions à te poser. Alors oui, moi j'aurais une question déjà, juste un petit peu fun. Quelle est ta lecture du moment? Ouais, ça fait vachement un magazine féminin, mais bon, en même temps... Alors, franchement, très sincèrement, je dis vraiment ce que... Oui, là, j'ai commencé à lire le dernier livre d'Oria Boutelja. D'accord. Vraiment, pour vrai, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. D'accord. Ouais. Vas-y. Allez, Sabrina. Ok, alors moi ma question, Kerry, en fait, c'est comme ceux qui le savent ici, j'aspire vraiment à promouvoir l'écriture et la lecture, et ce que je te disais aussi en off. Et donc j'aimerais en fait que tu puisses nous donner des astuces ou des conseils, ou qu'est-ce qui pourrait en fait sensibiliser les personnes à la lecture, à l'écriture, et à animer en soi en fait l'inspiration, parce que pour moi c'est vraiment la base, la plume, c'est ce qui permet de fédérer. Alors comme ça, je vais parler d'un projet que j'ai en ce moment. Mais là, par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Saint-Denis dans un concours, enfin pas dans un concours d'éloquence. Il y a une association qui fait un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquentia, et donc ils projetaient un documentaire sur leur action. Et ce truc d'éloquence là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important, et qui permet vraiment de faire sortir chez les gens une envie de s'exprimer, qui va de pair avec l'envie d'écrire. Donc je pense que cette activité là, le concours d'éloquence, c'est un truc sur lequel il faut travailler et qu'il faut pousser. Voilà. Voilà. Okay, alors, je vais te proposer pour finir un petit jeu sympa, pour finir en beauté. Je vais te donner des noms, tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ouais, vas-y. Si je te dis Médine. Ça me fait sourire. Ouais. Si je te dis Youssoufa. J'ai pas le droit de dire deux fois la même chose. Non, faut changer. Ça me fait penser à l'Afrique. Il est parti vivre en Afrique, lui. Si je te dis Bassem Breki. J'ai pas le droit de dire ça me fait sourire aussi. Non, faut changer un peu. Ça m'interpelle. T'interpelle. Ouais. D'accord. Si je te dis Barack Obama. Ça me fait me poser des questions sur la manipulation. Ouais. Pas mal. Si je te dis François Hollande.
Pourquoi tout le monde rit quand je dis François Hollande? C'est bizarre, non? Parce qu'il y a l'attaché de presse derrière qui dit Raka et derrière Barack Obama. Les autres ont réagi à ma place. Ouais. Si je te dis Farid Kider. Je pense bagarre. Ah oui, bagarre. Ouais, un grand bagarreur. C'est un grand boxeur, mais c'était aussi un grand bagarreur. Moi, je suis d'Orly, j'ai grandi à Orly, lui aussi. Il a fait ses classes autant sur le ring qu'en dehors du ring. Ouais. Farid, on te salue quand même. Ouais, bah, bien sûr. Est-ce que je peux poser une question sur un artiste que j'ai vu sur ton album, c'est la chanson qui m'a le plus touchée. Je me sens vraiment complètement. Prends le temps. Complètement dans cette chanson, c'est Jamais. Ah, c'est Jamais. Je pensais que c'était Prends le temps. Non, c'est Nove. Ok, Jamais. Alors cet artiste-là, Comment tu t'es retrouvé avec cet artiste? Parce que en fait, j'ai découvert un clip à lui, un morceau qui s'appelle Il y a ceux qui disent non, et j'ai trouvé que c'était écrit, et que, même au niveau de la manière dont il interprète et comment son truc entre le rap et le chant, ça m'a vraiment intéressé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai invité sur ce morceau Jamais. Ouais. Et puis un dernier petit nom que j'avais à te donner, bon, c'est pas Nelson Mandela. Non, Nelson Mandela c'est trop fort, mais s'il veut nous en parler, Nelson Mandela évidemment c'est au top. Non, c'est pas vraiment. En plus, il y a aucune transition. Tu peux pas comparer Nelson Mandela avec le mec que je vais te dire. Si je te dis Fred de Sky. Mais moi j'ai rien contre Fred. J'ai rien à l'origine contre Fred. J'ai vu qu'il avait mal pris ma position par rapport au groupe auquel je sais pas comment dire. On peut la citer ou pas? Vas-y. Par rapport à Skyrock. Ouais. Et mais moi j'ai rien de personnellement contre lui. Mon attaque elle est envers le programmateur de Skyrock qui est Laurent Bono qui tient vraiment les manettes. Ouais. Et en clair aujourd'hui, quand on est un rappeur engagé comme toi, comme Medine, comme beaucoup d'autres aussi, enfin quelques-uns, ils sont pas si nombreux que ça finalement. On passe pas sur les radios, les grosses radios, parce que votre message dérange. Ça m'est arrivé de passer sur les grosses radios aussi, et puis ça pourrait arriver, mais après en tout cas je ne changerai pas mon discours pour passer sur les grosses radios. Ça, en clair, tu veux pas faire de la variette quoi. Voilà, exactement. Très bien. Et c'est tout à ton honneur. Un dernier petit mot pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui te suivent de très près même. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Bon, vous l'écoutiez déjà avant moi. Merci Christophe de m'avoir reçu. Merci pour votre accueil, vraiment qui était un accueil chaleureux. J'ai senti aucune violence, j'ai senti beaucoup de bienveillance. Bien sûr. Et c'est très gentil à vous. Et franchement, je reviendrai. Et tu es ici chez toi, mon ami Kerry. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, et à très très vite, et bon courage pour ce concert du 30 novembre au Zénith de Paris et pour cet album qui j'espère va t'offrir un grand succès que tu mérites bien sûr. Merci. Pour Mohamed Alix, Meurt dans les bacs. Merci beaucoup Kerry, à bientôt. À bientôt.